Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec Ava Startup Accelerator, nous recevons aujourd'hui Antoine Bio, qui est cofondateur de la startup Heracles Works. Salut Antoine, comment tu vas ? Salut Valentin, tout va bien, sympa d'être ici avec toi. On est ravis de t'avoir au micro de ce nouvel épisode de Charbon. Comme tu le sais, on va parler entrepreneuriat, innovation, et justement, vous avez un outil innovant, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu peux me pitcher rapidement pour rentrer dans le vif du sujet, votre solution ? Alors Heracles Works, c'est une solution de préqualification de candidature. Si tu veux, pour que tu comprennes bien comment fonctionne la solution, on a complètement remplacé et supprimé le formulaire de candidature. Tu as peut-être dû déjà te retrouver face à ce type de formulaire. C'est vraiment pas sympa, voire extrêmement boring. Et nous, on a développé une solution qui est très très proche de ce que tu peux avoir sur Insta ou TikTok, qui va te permettre de candidater avec un flux vidéo hyper sympa, hyper immersif. Bref, changer complètement ton expérience candidat. Et de l'autre côté, du côté de nos clients, on va préqualifier, donc leur aider à gagner du temps. Grosso modo, un recruteur, on lui fait gagner à peu près une journée de travail par semaine. Ouais, ok, hyper clair. Et ce qui est pas négligeable pour la personne qui est un petit peu submergée. On le sait, le sujet du recrutement, c'est un gros sujet. C'est pas nouveau. Ce qu'on se raconte là, c'est pas nouveau. Par ailleurs, avec les profils aujourd'hui assez différents, avec des compétences précises, notamment sur l'enjeu numérique, etc., on cherche de plus en plus de profils hybrides. C'est le cas de pas mal de boîtes. C'était depuis toujours le gros sujet, mais encore plus avec la transfo numérique. On va revenir sur ce sujet-là, sur l'accompagnement que vous avez avec les entreprises, sur la partie RH qui est quand même essentielle. J'aimerais bien qu'on parle de toi, si tu le veux bien Antoine, sur ton parcours, sur ce que tu as pu faire avant. Est-ce que tu peux nous faire une petite revue sur l'aventure avant Heracles Works ? Alors, tu veux que je commence depuis le début, quasiment? Alors, je vais passer sur mes études. J'ai fait une école de commerce, finalement, assez classiquement. À l'époque, donc il y a quand même déjà quelques années, on commençait souvent par faire de l'audit financier. Donc, j'ai commencé par faire de l'audit financier. Je me suis rendu assez vite compte que je ferais pas forcément un très très bon directeur financier. Donc, j'ai quitté au bout de 3 ans cette carrière pour rejoindre un grand nom du recrutement. Robert Walters, je sais pas si vous les connaissez, c'est l'un des gros concurrents de Michael Page. Ouais. Et là, j'y suis resté 15 ans pour finir par être le patron de leurs opérations en Belgique. Donc, un patron opérationnel, un patron de filiale. Et puis, au bout de 6 ans de cette expérience de patron de filiale, j'ai été très tenté par l'entrepreneuriat, en fait. C'est quelque chose qui me titillait depuis déjà pas mal d'années. J'avais fait le tour, je pense, des groupes, des corporates. Ouais. Et j'avais besoin de me challenger et de me remettre probablement en danger. Ouais, il y avait cette volonté de se dire j'ai fait le tour, mais en tout cas peut-être les acquis sont là, peut-être qu'il faudrait les rebouger un petit peu, peut-être qu'il faudrait se demander comment on peut réinventer aussi, parce que malgré tout, on trouve de l'innovation dans les grands groupes, mais on va parfois à travers les startups chercher cette innovation-là. C'était le moyen de mettre. Ouais, ta remarque est hyper intéressante. C'est exactement ça en fait. Je dirais qu'à titre personnel, moi j'avais besoin d'innovation. Et j'avais identifié que chez mes clients, il y avait des possibilités en fait de leur offrir des solutions très innovantes. J'avais 15 ans dans le recrutement, donc. Ouais, t'as senti quand même un besoin de la part des clients. En fait, je vais même te dire, j'avais senti que, je constatais que l'industrie avait quasiment pas bougé depuis que j'y étais. Donc il y avait forcément des choses à faire. Simplement, il fallait se poser un tout petit peu et puis y réfléchir et puis se lancer surtout. Écoute, c'est hyper clair ce que tu me racontes, Antoine. On sent une suite logique. Tu vois, on sent plutôt. Une finalité, c'était pas un but en soi d'entreprendre, mais plutôt on arrive à la fin de quelque chose. Est-ce qu'on essaierait pas de se mettre en danger, comme tu l'as dit ? Ouais. Tu t'es entouré d'associés ? Alors, mon associé, lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il avait fait le switch de l'entrepreneuriat. Alors, mon associé, c'est un vrai geek. Alors, moi, j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans cette démarche entrepreneuriale, pour la partie techno, sur laquelle moi, j'étais pas fondamentalement très fort, en fait. Moi, j'avais la partie business. J'avais une idée pas assez claire, mais j'avais quelques idées sur la façon dont on pouvait adresser le marché du recrutement. Et Julien et moi, on se connaissait depuis déjà une vingtaine d'années. Je lui ai parlé de mon projet, et puis on a décidé de s'associer finalement très vite, puisqu'en 2 mois, à partir du moment où je lui ai parlé de mon projet et le moment où on s'est dit OK, on y va ensemble, donc ça a été extrêmement rapide. Ouais. C'est souvent ça, j'ai l'impression, un profil un peu plus pas terrain, mais commercial, projet strat, et un côté un peu plus avec l'autre associé, ou les autres associés plus techniques,
on a le sentiment qu'il faut allier les deux pour adresser, parce que vous, c'est un site, il y a une app aussi, c'est une version mobile qui est quand même ultra responsive, c'est quand même le but. Aujourd'hui, il y a un aspect assez important dans le recrutement, c'est la présélection. Bon, tu l'as évoqué, on va revenir dessus. Peut-être que peu de gens le savent aujourd'hui, mais ce tri, entre guillemets, entre toutes les candidatures, c'est celui qui prend à chaque fois à peu près le plus de temps pour qu'est-ce qui est qualifié, qu'est-ce qui n'est pas qualifié, qu'est-ce qui de base ne va pas convenir à ma demande en tant que recruteur. Est-ce que pour vous, c'était le point de départ de tout ça, ou c'était plutôt en finalité de cursus, quand il y avait 3, 4, 5 profils et qu'il fallait choisir? C'est à partir de quand que vous vous êtes dit, il faut transformer ce marché? C'est début de chaîne ou fin de chaîne, entre guillemets? Alors, c'est vraiment le début de la chaîne, en fait. Moi, j'avais constaté que, si tu veux, un recruteur, que ce soit dans un cabinet de recrutement ou in-house, c'est-à-dire au sein d'une entreprise, il passait énormément de temps, alors effectivement, à screener les CV, mais c'est peut-être pas forcément la partie la plus chronophage, parce que ça, avec un œil un peu exercé, ça va finalement assez vite. Non, il y a une partie qui est extrêmement chronophage, et finalement, c'est celle-là que nous, on automatise. C'est toute la partie où tu vas appeler le candidat pour finalement vérifier très basiquement qu'il a bien lu l'annonce, qu'il est bien d'accord avec la localisation, que son niveau de rémunération correspond à peu près à ce que toi tu peux proposer. Enfin, toutes ces questions très fermées, qui sont des questions très basiques, et qui, elles, prennent beaucoup de temps. Et puis qui peuvent être standardisées, comme tu dis? Alors nous, c'est ce qu'on a fait, c'est que du coup, on les a standardisés. Il faut quand même que tu aies en tête qu'à peu près 85% des candidats ne lisent quasiment pas les annonces auxquelles ils répondent. Ouais. Bah, on le voit, on le sait, chaque boîte qui a besoin de passer un palier et qui va recruter, le recrutement, c'est devenu une nouvelle problématique, tout comme le management, en fait. Ouais, alors ça peut être très chronophage. Alors, en fait, tu as deux types de problématiques dans le recrutement sur cette partie dont on s'occupe. Soit tu n'as pas assez de candidats, soit finalement, tu as tellement de CV que tu es incapable de gérer le flux. Et du coup, alors on va en parler après, de la marque employeur, tu te retrouves dans une situation où tu peux même pas répondre à tout le monde. Ouais. Est-ce que votre solution, elle accompagne aussi les profils, ou est-ce que c'est positionné uniquement dans le sens du recruteur pour faciliter un peu sa vie? Est-ce que l'aspect candidat aussi a été pensé particulièrement? Est-ce qu'il y a un UX spécifique? Ouais. Alors là, pour nous, c'est deux piliers. Nous, on a un pilier finalement, un ROI assez important pour nos clients, puisque je te l'ai dit, on leur fait gagner une journée de travail par semaine. Mais l'autre pilier, c'est le candidat, c'est l'expérience candidat. Et là, on a complètement changé, si tu veux, la façon de les faire candidater. On va les immerger dans le monde de nos clients. Ils vont avoir un parcours extrêmement interactif, hyper sympa, hyper rapide. Et surtout, on va tout de suite leur donner une réponse. Est-ce que vous poursuivez ou est-ce que malheureusement, on va s'orienter vers d'autres candidatures? Donc, ils se retrouvent pas sans réponse. On voit sur votre site, il y a l'expérience candidat engageante. Vous parlez d'expérience candidat, c'est assez inédit comme terme. Bon, ceux qui s'y connaissent un peu dans le marché savent de quoi on parle, mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une expérience candidat? Parce que moi, quand tu me dis ça, je pense à la fiche de poste sur LinkedIn ou sur Monster. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est interactif? Est-ce qu'on a un échange? Comment ça marche? L'expérience candidat, en fait, ça commence par ça. Comment est-ce que toi, tu ressens le fait de te retrouver face à une annonce qui est finalement juste un tout petit du texte? Comment est-ce que toi, tu trouves le fait de remplir un formulaire qui, franchement, qui est hyper chiant à remplir? Comment est-ce que toi, tu trouves le fait de répondre à des réponses par écrit? Est-ce que tu trouves ça satisfaisant? Est-ce que tu trouves que la façon dont tu as été traité ta candidature et la façon dont on te fait candidater est satisfaisante? C'est ça l'expérience candidat. Moi, j'ai une vraie question qui me vient comme ça. Elle peut paraître bête, mais on parle d'humain. Ouais. C'est du recrutement, c'est toujours de l'humain. Ouais. Du côté de l'employeur, c'est un humain. Du côté du candidat, c'est un humain. Là, tu nous parles de expérience candidat engageant, donc on place l'humain au centre. Et en même temps, on va rationaliser, standardiser, rendre ça un peu plus palpable, plus efficace. Comment on fait pour garder l'humain au centre, tout en ayant une promesse de, peut-être pas de rentabilité, mais d'efficacité, tu vois ce que je veux dire? Tu as raison. On parle pas de stock, on parle d'être humain, donc c'est vrai que tu as tout à fait raison. Donc déjà, alors, la première chose qu'on leur doit, c'est une réponse. Ça paraît bête, mais c'est quand même, c'est clair que... D'accord. Donc ça, nous, notre solution le permet. La deuxième chose qu'on doit à un candidat, je pense que c'est de la transparence. Quand je parle de transparence, c'est de leur fournir de l'info, de leur présenter vraiment de façon très honnête comment est le job, comment est notre groupe, comment est notre société, et c'est ce que notre solution permet aussi. Et la troisième chose qu'on leur doit, c'est un entretien faire et sympa. Quand je dis sympa, c'est-à-dire bienveillant. Et notre solution, elle te permet de préqualifier, donc de recevoir des candidats, ensuite derrière, si tu veux, dans de bonnes conditions, parce qu'ils ont bien été identifiés. Quel est l'accompagnement, enfin, quel est le début et la fin de l'accompagnement? Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? À partir de quand vous dites, c'est bon, on a fait le job, il y a recrutement ou pas, mais à partir de quand ça s'arrête? Alors, ça va commencer au niveau du job board ou de ton career site, d'accord? Et nous, on va s'arrêter, en fait, à partir du moment où il va y avoir une prise de rendez-vous pour un entretien. D'accord. Voilà. Est-ce que, en termes de ROI, de retour, tu as déjà des choses à communiquer? Parce que c'est vrai que
ça nous intéresse. Il y a beaucoup d'offres, je sais pas ce qu'elles valent toutes, etc. On connaît les géants du recrutement historiquement, hein. Vous arrivez un petit peu en disruptant tout ça. Quels sont les premiers retours? Alors, les premiers retours sont hyper satisfaisants pour nos clients. Côté client, notre solution va retenir entre 9 et 15% des candidats. D'accord. Et côté candidat, ils sont à chaque fois hyper surpris et hyper marqués par l'expérience qu'ils peuvent avoir. Tous nos clients nous disent que les candidats se souviennent, si vous voulez, de l'annonce à laquelle ils ont répondu grâce à la solution. Donc du coup, en termes de marque employeur, ça veut dire que l'expérience est marquante, quoi. Justement, je rebondis sur ce terme de marque employeur qui, on l'entend souvent, on pense que c'est là depuis longtemps, et au final, c'est pas si vieux que ça, le concept de marque employeur sur le bien-être, savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, parce qu'il y a le besoin du recruteur, évidemment, puis il y a aussi le besoin du candidat qui a envie de savoir, comme tu dis, où est-ce qu'il va aller, est-ce que ça correspond à ses valeurs, est-ce que c'est ça qu'il a envie de faire concrètement en termes de job ou d'ambiance. Tu peux nous redéfinir ce terme et nous dire aujourd'hui comment on entretient cette marque employeur, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, la marque employeur, tu as raison, c'est probablement un concept qui est né il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. Alors, d'abord, il y a le concept de marque, d'accord. Donc là, on est vraiment sur la partie marketing, image, communication, d'accord, qu'on va finalement déployer pour tout ce qui va être lié finalement au côté employeur, hein, au côté recruteur. C'est quelle image je donne en tant qu'employeur et en tant que recruteur sur le marché de l'emploi. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai les bons process? Est-ce que je fais ça proprement? Est-ce que je suis une boîte dans laquelle il fait bon être recruté? Est-ce que je suis sexy? Ouais. Est-ce que je suis sexy? Est-ce que je suis attractif sur le marché du travail? Ouais. Et alors attention, quand on parle du marché du travail, il faut pas penser uniquement au profil hyper qualifié. Il faut vraiment penser au marché du travail dans sa globalité. Bien sûr. Hein? Merci Antoine, c'est hyper clair. Sur le profil d'entreprise que vous accompagnez justement pour rebondir à ce que tu me dis, c'est quoi? C'est du grand groupe, c'est de l'annonceur, c'est de l'agence, c'est quoi? C'est des profils spécifiques? Alors c'est aujourd'hui et de plus en plus. Alors au début on avait un focus assez start-up licorne, parce que comme c'est une solution innovante, si tu veux, ils sont à la base toujours assez sensibles à ce type de solution. Mais aujourd'hui, on a un focus sur des grands groupes, essentiellement retail et grande distrie, où notre solution est hyper adaptée, parce que ce sont des gens qui sont des groupes qui ont des flux de CV absolument colossaux. Quelquefois, on parle du million de CV par an. Ouais, donc on est clairement pas sur un positionnement de chasseur de tête, de sélection, non. Plutôt sur standardiser les process, rendre ça plus simple, plus efficace, et surtout pour les deux parties. Pour les deux parties, plus simple, plus efficace, plus sympa. Est-ce que derrière, il y a une volonté de se positionner plus que la moyenne sur un secteur particulier ou pas spécialement? Alors, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, notre verticale principale, c'est vraiment retail, grande distrie, mais on va ouvrir assez rapidement d'autres verticales. On va aller sur FS, Financial Services. On va aussi développer tout ce qui est hospitalities. Donc, on va multiplier, si tu veux, les verticales avec toujours en allant sur des clients qui ont des problématiques de gestion de flux de candidature. Ou alors qui ont une culture du branding ou qui ont des difficultés sur leur employer branding dont on parlait juste avant. C'est hyper important de préciser ça. Ça permet à ceux qui nous écoutent de se projeter peut-être un peu sur, si ça peut intéresser ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Fondée en 2019, la boîte aujourd'hui est incubée au sein de l'accélérateur Havas. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche? Comment vous avez été approché, comment vous avez candidaté, qu'est-ce que vous faites avec l'incubateur? Est-ce que c'était une étape clé pour vous? Toi qui quand même, tu as eu un passage assez intéressant avec une grosse expérience, donc pourquoi l'incubateur au final? Alors en fait, c'était un peu le fruit du hasard. On a pitché une des agences du groupe, et juste après le pitch, Stéphane, pour pas le nommer, nous a dit votre solution est vachement intéressante. Vous voudriez pas faire ça pour nous? Et puis surtout, je pense que ça aurait du sens que vous rejoigniez notre incubateur. Donc, on a été mis en contact avec l'incubateur et ça s'est fait extrêmement vite, puisqu'en 10 jours, on s'est retrouvé à rejoindre l'incubateur. Alors, nous, il y avait deux choses qui nous intéressaient. C'est pour ça que tout est allé très vite, parce que finalement, les intérêts étaient complètement alignés. La première chose, c'est que la Station F, c'est un écosystème qui est absolument fantastique. Là-dessus, il n'y a pas de question. Et puis, alors, l'autre point qui était important pour nous, c'était l'incubateur Havas. Tu l'as compris, Julien et moi, en termes d'expérience, il nous manque probablement le côté marketing /com qu'Havas en fait pouvait nous apporter.
Ouais. Est-ce que vous travaillez avec le groupe est-ce que la solution a été utilisée au niveau du groupe Havas ou pas encore Alors, on est en train d'y travailler. Ouais. On est en train d'y travailler sur une agence en particulier qui est Agence 79. On a déjà discuté avec le groupe pour voir également comment on pourrait les accompagner. Et puis, on bénéficie désormais de mentoring sur la partie com, réseaux sociaux, qui pour nous est hyper intéressante. D'accord. Ouais, donc un accompagnement sur le développement de la boîte au global et un accompagnement un peu plus concret, plus palpable sur la strate de com et les market de Heracles Works. Oui, t'as raison. Les deux sont hyper importants pour nous, en fait. Donc, c'est ça, finalement, un accélérateur. C'est que ça te permet de gagner du temps sur le business, mais ça va également te permettre de te structurer sur tes opérations, sur ton orga et sur tes opérations. Puis de savoir où est-ce que tu as du travail à faire. Là, tout ce que tu me racontes, de ce que je vois sur la boîte, ça a l'air de rouler, ça a l'air d'être clair, le produit est bon, ce que tu nous racontes aussi, l'utilisation doit suivre. Maintenant, c'est quoi? C'est en termes de funnel marketing. Là, l'objectif, c'est de faire de la noto, de la présence à l'esprit et plus tard de la préférence de marque. Exactement. Là, si tu veux, où on sait qu'on est encore un peu faible, c'est surtout ce qui est inbound. Mais bon, je pense qu'on n'est pas les seuls là-dessus. Mais c'est pas une réponse. Il faut qu'on progresse sur cette partie-là. Et c'est vrai que les équipes d'Havas, Havas Paris, sont vraiment là pour nous accompagner. Et ça, je dois dire que, pour nous, ça n'a pas de prix, quoi. J'ai une question moi, qui me vient en tête quand on se parle sur le recrutement, plutôt dans l'univers de la com et du marketing. Il y a des profils qu'on peut repérer assez facilement, marketing, strat, etc. Sur les profils un peu plus créatifs, est-ce que votre solution permet d'apporter une réponse? Est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce que ça peut être un nice to have d'avoir un add-on pour les profils créa ou pas forcément? C'est pas je vais pas chercher à vendre à tout prix, donc je suis pas sûr. Ouais. Nous, si tu veux, notre solution, pour parler vraiment spécifiquement du monde de la com et de l'agence, elle va avoir du sens sur tous les profils un peu récurrents et elle va aussi avoir du sens sur toute la partie stagiaire et alternant. Ouais. Sur des profils créa, sincèrement, je suis pas sûr que notre solution soit adaptée. Non, mais c'était parce que tu sais, c'est un profil bien spécifique, un créa, et peut-être que c'était l'occasion, je sais pas, d'apporter une nouvelle solution à ce recrutement qui est bien singulier, qui a des vrais codes, tu vois, avec le book, etc. Ouais. Ça aurait pu être une idée. En tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu me racontes là. Je vais te poser une question qui est récurrente dans ce format charbon. Pour toi, c'est quoi aller charbonner? Tu nous l'as dit, tu as une expérience en entreprise, tu t'es remis un peu en danger pour monter ta boîte. J'aimerais bien que tu me définisses le terme d'aller au charbon. Aller au charbon. Alors, aller au charbon, c'est se faire mal en allant au bureau. Enfin, moi, en tout cas, il me semble. Ce qui est vraiment pas mon cas. Donc, moi, j'ai cette chance-là. Donc, je souhaite un peu à tout le monde de vivre ce que je vis, c'est-à-dire d'aller au travail sans se dire qu'est-ce que je vais souffrir, qu'est-ce que je vais souffrir dès ce matin. Nous, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Alors, on souffre, attention. J'ai un de mes copains qui est prof en innovation dans une grande école de commerce espagnole, qui me disait que ce qui définit un entrepreneur, c'est ce qui change en fait pour un entrepreneur, et ce qui le définit, c'est son rapport au sommeil. On est comment là en ce moment? Je vois pas trop de cernes, ouais, ça va. Non, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, mais c'est vrai qu'on dort moins bien. Ouais. Et on dort moins. Ouais. Voilà. Tu pars un peu en fin de journée sans forcément avoir cet état d'esprit où t'as fait le job. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses déjà à demain, tu penses déjà au mois d'après, parce que le mois d'après, il y a un gros rendez-vous pour l'investisseur, etc. Donc, t'as un peu moins cette routine de, OK, journée finie, on déconnecte. Tout à fait. En fait, tu déconnectes jamais. Comment on le gère, ça? Parce que c'est une vraie question pour ceux qui nous écoutent sur Charbon. Comment on gère ça au quotidien? Est-ce qu'on s'impose des choses? Est-ce que tu fais une cure de sport pour oublier? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Non, alors, écoute, la question, je pense, en tout cas pour moi, je parle pour moi, elle se pose pas dans ces termes-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a plus beaucoup de différence entre ma vie privée et ma vie pro. Ce qui est beaucoup plus le cas quand tu es dans un statut entre guillemets de salarié. Ouais. Tout devient très très lié, très mêlé. Ouais, cette frontière est un peu plus poreuse, t'as moins. Et ça, c'est pas simple à vivre, parce que je pense qu'il y a des fois où tu devrais déconnecter et tu lâches pas, et à l'inverse, il y a des fois où il faudrait mettre un vrai coup de boost, et puis au final, tu dis, je ferai ça chez moi à 22h. C'est vrai que c'est un peu différent. Je pense que toi, tu as connu les deux. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, tu peux témoigner de la différence de rythme entre les deux. Je vais revenir avec toi sur ce que tu nous disais au début, la volonté un petit peu d'amener de l'innovation dans ce marché-là. Pourquoi avoir monté le projet? Pourquoi tu t'es pas dit, tiens, je vais rejoindre une boîte qui fait quelque chose d'innovant et je vais mettre ma pierre à l'édifice? Ou pourquoi, à l'inverse, t'es pas resté dans la boîte où t'étais pour te dire, écoute, je vais monter une cellule
Inno, je vais recruter 2 mecs ou 2 filles et on va faire un projet en interne, on va essayer de casser un peu le... Vrai. Tu vois ? Écoute, j'y avais même pas pensé, tu vois, à ces deux alternatives-là. Donc ça veut dire que pour moi, ça devait être vraiment très très clair. Ouais, il y avait une sorte de logique, il fallait y aller. Ouais, il y avait pas d'autre choix finalement. Enfin, pas d'autre choix. Si, il y a toujours un choix, mais j'avais pas envie de me poser la question du choix. C'est clairement, pour moi, il s'agissait d'innover avec ma propre boîte et mon associé. Quand tu as benché un peu le marché, parce que j'imagine que tu devais savoir un petit peu où tu mettais les pieds, qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu t'es dit, il y a beaucoup de monde, c'est complexe, il y a à la fois des anciens et à la fois des nouvelles avec de la techno, ou est-ce que tu t'es dit, ok, très bien, il y a de la place par-ci, il y a de la place par-là, comment tu l'as vu ce marché ? Déjà, je me suis dit parce que je le savais, c'est un marché absolument énorme. C'est un marché sur lequel il y a de plus en plus de fonds investis. Les levées de fonds dans la HR Tech sont en train d'exploser. J'avais repéré c'est d'ailleurs qui sont nos concurrents, quelques gros concurrents, un gros concurrent en particulier aux États-Unis. Donc ça voulait dire qu'il y avait un vrai marché, qu'il y avait de l'appétence pour ce type de solution. Donc après, faut y aller, quoi. C'est tout. Le faut y aller, je trouve ça intéressant parce que tu vois, on met souvent la définition d'entrepreneur sur quelqu'un qui a du courage, qui a allé, etc. Et en réalité, c'est souvent faux. Tu vois, c'est souvent soit quelqu'un qui a extrêmement bossé ou qui connaît bien son marché, à l'instar de ce que tu me racontes, et qui dit qu'il s'est lancé sans regarder. Donc, soit c'est un menteur, soit il a de la chance, tu vois. Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur aujourd'hui, par réponse à ce qu'on vient de se dire là ? Alors, si je peux me permettre de reformuler, tu me diras si je reformule bien. La question qu'on me pose souvent, moi, entreprendre, ok, mais j'ai pas d'idée. Est-ce que tu voyais ça dans ce sens-là ? Je voyais dans le sens où, tu vois, connaître son marché, c'est bien, mais ne pas y aller, c'est pas être entrepreneur. Et à l'inverse, y aller sans connaître, c'est pas non plus être entrepreneur, c'est être chanceux. Tu vois, donc qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur ? Un bon entrepreneur, t'as raison, c'est quelqu'un, en fait, qui a identifié des discordances de marché et qui va essayer d'y apporter des solutions en montant sa boîte. Ouais. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc c'est du coup une bonne analyse et puis ensuite une bonne exécution. Ouais. Surtout le fait de faire concrètement, le fait de mettre un peu si j'ai un seul conseil à donner pour commencer à entreprendre, il faut tester sa solution le plus vite possible. Si j'avais quelque chose à changer, peut-être, j'aurais testé peut-être encore plus vite. Ça, c'est un conseil qui revient souvent à tester rapidement et confronter au marché. Confrontez-vous au marché. Vous vous êtes peut-être trompé, c'est pas grave. Donc, testez-vous vite. Abandonnez le concept pour tout de suite aller dans la pratique, quoi. Ouais. Et il faut tester le plus vite possible. Moi, c'est vraiment mon conseil numéro 1. Surtout quand on a un outil comme le vôtre, qui est un outil de tech, qui est un outil, qui est une tech, et on a un peu le sentiment que c'est jamais abouti, c'est jamais comme on voudrait, donc on le lance pas tant que c'est exactement comme on veut que ça soit au final. Oui, mais ça c'est presque une vue de l'esprit, parce qu'en fait, quand on est dans la tech, des devs, on en fait en permanence. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'il faut le tester le plus rapidement possible. C'est pas grave, de toute façon, derrière vous ferez des devs quoi qu'il arrive. Donc allez tester, même si vous avez l'impression que c'est pas complètement abouti. Ouais. C'est pas grave. D'abord allez tester. Est-ce que tu as senti, pour rebondir sur l'incubateur, une sorte d'ADN innovation ou d'état d'esprit différent à l'incubateur Havas versus un autre ? Est-ce que tu as senti un peu une différence d'état d'esprit ? Je connais pas forcément tous les incubateurs de la place. Ce qui définit l'incubateur Havas, c'est d'abord il y a un accueil qui est hyper sympa. Faut quand même, faut quand même le dire. L'équipe sur place est juste top. Il t'ouvre tout de suite toute la galaxie Havas. Et ce qui est sympa aussi chez Havas, du coup, ça je l'ai vu, c'est que chez Havas, qui est une multinationale, je veux dire, c'est un des plus grands groupes de communication du monde. Ils vous accueillent, mais bras ouverts, quoi. Ils sont hyper bienveillants avec nous, ils sont hyper intéressés, hyper intéressants aussi pour nous. Donc, on est hyper content d'être là, quoi. À terme, c'est quoi qui va se passer pour les prochains mois ou la prochaine année pour vous ? Alors, on va faire des recrutements sur la partie dev et probablement ensuite sur la partie marketing. Mais on a besoin d'intégrer des nouveaux développeurs. Sur les prochains mois, on va faire probablement 2 recrutements à 3 dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a déjà dans un coin de ta tête l'aspect rachat par un autre groupe de recrutement qui veut se transformer un peu ou pas ? Alors, bon, ça, c'est toujours quelque chose qu'on a dans un coin de sa tête. Hein. Là, aujourd'hui, on est quand même encore relativement early stage. Donc, on va continuer, si tu veux, à travailler vite et beaucoup pour peut-être envisager ce type de situation d'ici 1 an à 2 ans.
Antoine, on arrive à la fin de cet épisode de Charbon. J'aimerais qu'on le termine avec un gros conseil. Si tu peux nous éclairer, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être nous donner un conseil pour entreprendre, pour se lancer. Pour le premier conseil, je vous l'ai déjà donné, c'est qu'il faut tester vos solutions, il faut tester vos idées en allant vous confronter très très vite au marché. Le deuxième conseil que je vous donnerais, mais on en a déjà un tout petit peu parlé juste avant et je vais revenir dessus. Souvent, vous allez vous dire non, mais je peux pas entreprendre d'abord parce que j'ai pas d'idée. Là, très franchement, cool. Si vous connaissez bien votre marché, des idées, vous allez forcément en avoir. Simplement, il faut que vous vous posiez, il faut que vous réfléchissiez et les idées, elles vont venir. Si vous êtes bien câblé, et j'en doute pas, et encore une fois, je le répète, si vous connaissez bien votre marché, ça va venir. Et après, il faut sauter. Écoute, ceux qui nous écoutent, j'espère que tu auras su les inspirer justement à sauter le pas et les décomplexer, c'est ça. J'ai une autre question sur le nom de la boîte, Heraclès Works. Pourquoi ce nom Heraclès, je pense que tout le monde l'a. Hercule, tu peux nous expliquer? Alors, Hercule, c'est un clin d'œil évidemment à la mythologie, vous l'avez bien compris. Et Héraclès ou Hercule, en fait, c'est ses 12 travaux. Donc c'est finalement peut-être le premier travailleur pas de l'histoire, mais de l'humanité, en tout cas pour les Grecs. Donc du coup, comme nous on traite des candidatures, c'était un clin d'œil, ça nous paraissait être un clin d'œil sympa au premier qui a déposé sa candidature. Voilà. Ok, écoute, c'est hyper clair. Pour la petite histoire, c'est toujours intéressant parce qu'on se parlait de marque employeur, etc. Le storytelling en fait partie et quand tu nous racontes ça, ça fait sens. On se projette. Vous n'êtes plus uniquement une solution, vous êtes une marque et c'est quand même la finalité d'une startup aujourd'hui. Antoine, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On est ravis de t'avoir eu aujourd'hui. Merci à tous également de nous avoir écoutés sur ce nouvel épisode de Charbon qui, je le rappelle, fait partie de notre hors-série en collaboration avec Ava Startup Accelerator. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt.